04-1944 a été hospitalisé le 24-04-2005 dans des suites de traumatisme de la cheville gauche. L'examen radioclinique initial retrouvait une fracture bimalléolaire interligamentaire de cheville gauche. L'intervention s'est déroulée sans problème particulier. Les suites opératoires sont simples. Madame s'est immobilisée par une botte en résine fénétrée qu'elle devra conserver 45 jours sans appui strict. Nous effectuerons un cliché radiographique intermédiaire à 3 semaines à la recherche de tout déplacement secondaire. Elle est sortante avec un traitement anticoagulant préventif par HBPM pendant toute la durée de décharge du membre inférieur gauche. Il faut associer à ce traitement un contrôle bi-hebdomadaire du taux de plaquettes. Madame S est prévenue des complications de l'immobilisation plâtrée ainsi que du risque de raideur de cheville que peut entraîner cette double fracture articulaire. Je lui prescris également un traitement antalgique à la demande. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution, en particulier du résultat de la radiographie de contrôle dans 3 semaines. Le raisonnement majeur, c'est que c'est une dame âgée de 61 ans qui a une fracture bimalléolaire interligamentaire de la cheville gauche. On fait une mobilisation complète de 45 jours sans appui. Elle a un traitement anticoagulant et antalgique, préventif, d'accord, et un traitement antalgique qui nécessite un contrôle bi-hebdomadaire des plaquettes et une radio de 3 semaines. Donc c'est une déficience structurelle de la cheville, du squelette et de l'appareil locomoteur, la perte de l'appui de la jambe gauche. Ensuite, après le retirement du plâtre, une raideur de la cheville et probablement des douleurs. Les incapacités, ce sera la locomotion, se déplacer et les problèmes dans l'amplitude du mouvement du pied. Donc les handicaps, ça va être pour la mobilité, avoir du mal à se déplacer, va avoir une perte de sensibilité, une perte de rapidité de marche. On peut mettre la douleur aussi dans les handicaps si ça l'empêche de faire ses activités quotidiennes. Et donc, oui, alors quand même, il faut les gestes de la vie quotidienne, que ce soit se déplacer ou se doucher, etc. Et ensuite, alors, les objectifs de soins. Dans un premier temps, ça va être de limiter l'apparition des complications, de une autonomie de déplacement avec le plâtre. Ensuite, il faut retrouver une certaine laxité ou du moins éviter les raideurs, muscler le membre inférieur, ensuite essayer de travailler l'amplitude des mouvements. Et ensuite, après avoir enlevé le plâtre, on attaque la rééducation après la reprise de l'appui. Et on peut faire un drainage de la circulation sanguine pour remettre en marche correctement. Vous nous présentez donc votre cas, s'il vous plaît. Donc, on a une femme de 35 ans qui est décoratrice intérieure et qui a une capsule rétractile de son épaule droite. Elle est en phase de raideur articulaire, elle a subi une arthrodistension. C'est une injection pour redilater sa capsule en fait. Et la prescription du rhumatologue, c'est la récupération des amplitudes articulaires pour avoir une épaule fonctionnelle. Donc voilà. Et pour la traiter. Pour la traiter, pour la soigner. Au niveau de la présentation du cas, donc la capsule rétractile représente un processus inflammatoire qui se développe au niveau du manchon capsulaire. C'est un épaississement et un raccourcissement de la capsule. Donc Madame X, âgée de 35 ans, possède une capsule rétractile au niveau de son épaule droite. De plus, elle a subi une arthrodistension, on l'a déjà dit,
c'est-à-dire qu'on a injecté un liquide pour favoriser la dilatation de la capsule et diminuer sa raideur. On a constaté une évolution des symptômes au cours du temps. Premièrement, elle a ressenti une douleur aiguë au niveau de son épaule droite. L'intensité de la douleur augmentait de plus en plus, surtout avec la réalisation de mouvements, adduction, abduction, rotation interne et externe. C'est pour cela qu'elle a progressivement limité ce type de mouvement. Ensuite, quand la douleur commençait à disparaître, elle a remarqué une diminution très importante de toutes les amplitudes, c'est-à-dire qu'elle avait de moins en moins de liberté de mouvement. Donc, en termes de déficience, ça va surtout être au niveau de l'appareil locomoteur du membre supérieur, surtout au niveau articulaire. Vous ne moquez pas. Ben, c'est le locomoteur du membre supérieur, c'est Ouais, qui m'a fait sourire. Pardon. je le refais. Au niveau du membre supérieur, surtout au niveau articulaire, qui va avoir pour conséquence donc, déjà une atteinte à l'intégrité de la capsule elle-même, avec une perte de mobilité et une diminution de l'amplitude, ainsi que la douleur, considérée comme une déficience apparemment. Et en termes d'incapacité, elle ne va pas pouvoir soulever des objets, porter des objets, lever le bras, abduction, voilà. Et entre autres, mettre le bras en position de défense, rotation légale, qui peut être considéré comme un geste de base quoi, qu'elle ne pourra pas faire. Au niveau des handicaps, on peut dire qu'elle est handicapée dans son métier de décoratrice à cause de sa raideur articulaire. En plus, elle va être handicapée dans ses actes de la vie quotidienne et elle ne pourra pas réaliser des efforts physiques. On suppose qu'elle devrait avoir un arrêt de travail de quelques mois. Pour les objectifs de soins, c'est la récupération des amplitudes articulaires et le but c'est d'avoir une épaule fonctionnelle. Pour cela, on pourrait utiliser différents moyens comme des courants électriques pour pour éviter une atrophie musculaire et gagner de la force musculaire. Et on pourrait aussi lui conseiller de faire de la piscine pour muscler ses épaules. Et de même, on pourrait lui enseigner des étirements pour renforcer ses ligaments au niveau de son épaule droite. Au niveau des objectifs, donc ce serait la récupération des amplitudes articulaires et une épaule fonctionnelle. Donc il faudrait restaurer une fonction aussi correcte que possible, donc c'est-à-dire avoir une mobilité complète et indolore, une force satisfaisante dans tous les mouvements et une bonne stabilité de l'articulation. Cette femme, elle est handicapée dans son métier à cause de sa raideur. Il faudrait qu'elle puisse récupérer l'amplitude dans toutes les directions, donc qu'elle puisse faire une élévation antérieure, une abduction, une rétropulsion. Ça pourrait se faire par de la rééducation passive et en douceur. Une fois les amplitudes articulaires récupérées, ça pourrait mettre quelques semaines à quelques mois, on commencerait un travail de renforcement musculaire afin de restaurer une force aussi proche de la normale que possible et faire du renforcement musculaire des rotateurs qui sont fondamentaux dans le cadre de la prise en charge d'une instabilité de l'épaule. Alors, c'est une femme de 65 ans, institutrice à la retraite, qui présente une gonarthrose droite, c'est une arthrose du genou, qui est très douloureuse, qui limite son périmètre de marche à 500 mètres avec une boiterie, et elle utilise une canne pour marcher à l'extérieur. Donc la prescription précise qu'il faudrait une amélioration fonctionnelle pour une patiente qui présente une gonarthrose très évoluée. Au niveau du diagnostic kiné, pour les déficiences, il y a la douleur, et ensuite structurelle. Ensuite, au niveau des incapacités, c'est au niveau de la marche. Elle a une marche qui n'est pas fluide et qui se fait sur de courtes distances. Et au niveau du handicap, donc elle ne peut pas, par exemple, aller faire ses courses toute seule, vu qu'elle est limitée dans un périmètre, et elle ne peut pas porter des choses vu qu'elle a une canne.
alors que chez elle, elle peut se déplacer toute seule. Donc nos objectifs, ce sera d'augmenter l'amplitude du mouvement par une mobilisation qu'on pourra mesurer avec le goniomètre. Ensuite, on va essayer d'augmenter le périmètre de marche avec canne. Et enfin, on essaiera de diminuer la douleur et d'augmenter la stabilité du genou avec du renforcement musculaire. Voilà. Et on mesurera la douleur avec l'échelle visuelle analytique. Analogique. Avez-vous des remarques? Oui, tu veux rajouter autre chose, Julie? Non. Non. Je fais l'amoureuse. Voilà. Alors, avez-vous quelque chose à remarquer sur ce qu'ils ont évoqué dans un premier temps en termes de déficit, incapacité, handicap? Est-ce qu'il y a d'autres registres pour cette dame-là qui n'ont pas été exploités, que vous auriez trouvé intéressant d'exploiter? Et le fait qu'elle ait une douleur au genou, ça peut avoir des répercussions sur les autres articulations. D'accord. Comme elle peut avoir du coup des problèmes à la hanche, des douleurs dans le dos. Tout à fait. Quand vous avez un problème articulaire, il faut toujours se poser la question de l'articulation dessus-dessous et de l'ensemble de la personne. Vous ne prenez pas en charge une gonarthrose, vous prenez en charge une personne qui a une gonarthrose. Donc oui, tu as raison. En termes de déficience, donc on va regarder l'ensemble. Voilà, l'ensemble. Donc en fait, notre cas, c'est une dame de 35 ans qui est mariée sans enfant, qui présente une cervicalgie aiguë et qui est directement en lien avec son métier de secrétaire médicale. Alors en fait, ce qu'on peut retenir surtout, c'est que déjà elle a une cervicalgie aiguë, donc c'est-à-dire qu'elle a une douleur assez importante au niveau du cou, qui peut s'étendre aussi au niveau des épaules. En plus, au niveau des symptômes, elle peut aussi avoir des vertiges, de la fatigue et des maux de tête. Et donc elle a 35 ans, donc ça veut dire qu'elle est encore jeune, dynamique, donc c'est vraiment pas lié à son âge et donc à son métier, du fait sûrement d'une mauvaise ergonomie de son poste de travail et d'une mauvaise posture. Maintenant, nous allons voir les déficiences. Donc elle va avoir des douleurs au niveau du cou. On va essayer de cibler ces zones. Ça va plus s'agir de muscles contractés. Ensuite, on va voir un peu aussi l'inclinaison de la tête, comment elle se tient, voir les déficiences aussi. Voilà. On va mesurer un peu avec un goniomètre. Après, le bilan articulaire, voir un peu sa flexion, sa rotation. Alors, les incapacités, on va avoir des difficultés de flexion et extension du cou et de la tête. Ensuite, peut-être des difficultés aussi à garder une posture du cou pendant de longues durées. Du coup, on va faire des mesures d'évaluation fonctionnelle et des mesures d'évaluation de la douleur avec des échelles de douleur, des questionnaires de qualité de vie, des scores. Comme désavantage et handicap, on va avoir une difficulté à exercer son métier de secrétaire médical. Et dans la vie quotidienne, des difficultés, tout ce qui nécessite des mouvements du cou et de la tête, comme des loisirs ou pour conduire, des trucs comme ça. Et parfois
fois la douleur peut s'étendre au bras, du coup on va voir si ça l'handicape dans sa vie quotidienne. Alors pour les objectifs de prise en charge, on va d'abord essayer de réduire la douleur. Pour cela on fera des massages pour soulager ses muscles, notamment au niveau du dos et des cervicales. Il faudra aussi travailler, voir la posturologie de la patiente, voir son ergonomie à son travail, voir si elle a un fauteuil, une chaise adaptée. On lui demande de nous montrer comment elle se tient à son bureau. Dans le cas les plus extrêmes, on essaie de lui trouver une chaise ou un fauteuil plus adapté. Il faut la rééduquer pour qu'elle acquiert une bonne posture assise. Il faut travailler également sa posturologie au quotidien, pour des activités quotidiennes, quand elle fait sa lessive, quand elle regarde la télé, pour voir si elle se tient bien. Il faudra également faire du renforcement musculaire pour son dos. Et c'est tout. En 1941, ça fait 73 ans. Il est retraité et il fait 1m75 et 65 kg, donc une corpulence normale. Il est marié, il a 3 enfants. Il vit dans une maison à un étage. Ses loisirs, c'est la pêche et la télévision. C'est un ancien fumeur. Il a arrêté en 2005. C'est une personne fatiguée, très nerveuse. Il a un sommeil agité. Et il doit dormir avec 2 oreillers. Le diagnostic médical actuel, c'est qu'il est en décompensation respiratoire, c'est-à-dire que son état s'est brutalement aggravé dû à une infection. Il avait déjà plusieurs antécédents, dont de l'emphysème, dû certainement à son tabagisme. Une BCPO, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Il a fait un pneumothorax et éthylisme chronique aussi, remarqué. Donc, suite à tout ça, il est en hypoxie, il manque d'oxygène et il a une hypercapnie. Il est très gêné donc pour respirer, s'il est nerveux parce qu'il est encombré, etc. Il a un traitement médical, déjà il a l'IT, il a des lunettes d'oxygène pour un apport d'oxygène. Il a des bronchodilatateurs, des antibiotiques et des corticoïdes. Sur le plan des déficiences, donc, il présente 3 types de déficiences, organiques, physiologiques et psychologiques. Sur le plan organique, donc, on a l'emphysème, le foyer de pneumopathie périhilaire gauche avec des alvéoles binasales et une bronchopneumopathie chronique obstructive, donc ça c'est révélé à la radio. Sur le plan physiologique, il a une baisse de la quantité d'oxygène, hypoxémie, avec le taux d'oxygène qui est de 55 mm de mercure au lieu de 80 qui est la normale. On trouve également une hypercapnie de 60 mm de mercure au lieu de 40, donc c'est pour ça qu'il est essoufflé. On trouve également une fréquence cardiaque qui a augmenté, donc c'est la tachycardie. Et sur le plan psychologique, donc, on trouve la fatigue, la nervosité et l'agitation. Alors de ça, il résulte quelques incapacités, notamment des difficultés respiratoires qui vont donner une asphyxie, donc, des troubles du sommeil qui vont donner de la fatigue, de la nervosité et de l'agitation. Ensuite, il va avoir du mal à marcher il va avoir du mal à faire de longs déplacements et il va avoir des difficultés aussi pour réaliser les gestes de la vie quotidienne chez lui, donc rejoindre sa chambre qui est à l'étage, prendre une douche, tout ça. Et donc ça donne comme handicap un lourd impact sur ses loisirs, surtout la pêche, puisqu'il est obligé de s'y rendre
Et surtout, il est alité et qu'il a des lunettes nasales aussi. Et ensuite, il a un handicap pour les relations avec autrui et la vie familiale du fait de sa nervosité et de son alitement. Tu le fais lire, Tiffany, par quelqu'un. Donc le rôle du kiné, ça sera d'apporter un confort respiratoire en améliorant le débit respiratoire et la respiration, par le drainage des sécrétions et par l'éducation à la respiration. Il faudrait lui faire prendre conscience de son rythme ventilatoire. Et surtout, il faut éduquer les muscles inspirateurs accessoires pour travailler l'expiration, parce que bon, c'est un sujet qui présente une emphysème, c'est-à-dire que les alvéoles sont moins élastiques, donc elles retiennent de l'air emprisonné qui va peser sur le diaphragme. Il ne pourra plus remonter comme il faut, donc du coup, il faut travailler son expiration. Ensuite, peut-être retrouver une certaine condition physique, essayer de le relaxer et supprimer les lunettes nasales, mais aussi, je crois qu'il a dit, essayer de faire un travail musculaire adapté, parce que comme avec ses problèmes respiratoires, il a tendance à mal mobiliser ses muscles, trop mobiliser certains ou moins se mobiliser certains, et donc